Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quatrième cours de cette année sur les séquences enhancers, sur la régulation génétique. La semaine passée, nous nous étions arrêtés sur des considérations très mécanistiques, très détaillées sur les relations qui se créent entre un enhancer et un promoteur, pour à la fin construire ce complexe de préinitiation sur le promoteur pour pouvoir ensuite activer la transcription. Et je vous ai montré plusieurs schémas, tous assez compliqués, mais dans le fond, le schéma général, le principe général est toujours le même. Souvenez-vous, on a un promoteur quelque part, on va avoir un ou plusieurs enhancers, comme on le verra plus tard, à proximité ou relativement éloignés, et puis l'un comme l'autre vont être chargés par des protéines différentes. Il va y avoir de la polymérase qui va venir s'installer tranquillement en pause sur le promoteur. On va avoir des facteurs qui vont lier les enhancers. Tout ça va faire un rapprochement dans l'espace qui va être aidé, comme on l'a vu parfois, par des formations de boucles. On va avoir l'intervention d'un énorme complexe protéique qui va venir faire l'interface, qu'on appelle le médiateur. Il va y avoir des protéines qui vont modifier la chromatine alentour, etc. Et puis la RNA polymérase 2, qui est aussi un très très gros complexe protéique, 12 sous-unités chez nous, qui à la fin va transcrire, copier un brin d'ADN en ARN. Voilà. Ce que je voulais dire à ce propos, c'est une remarque qui est très générale en fait en sciences de la vie. Lorsque l'on regarde ces machines moléculaires qui sont très complexes, qu'elles aient à faire avec la transcription ou avec quoi que ce soit d'autre, généralement, elles sont relativement conservées, à la fois au sein de toutes les cellules d'un animal et chez tous les animaux. Si l'on regarde la structure de la RNA polymérase 2, la structure du médiateur, etc., on voit que ce sont des machines moléculaires qui sont présentes partout, et c'est bien compréhensible, parce que l'évolution ne va pas jouer là-dessus. Une fois que quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement performant a évolué, bien on ne va pas essayer de refaire quelque chose de similaire dans un contexte différent. Donc la façon dont l'évolution va fonctionner, c'est plutôt de rajouter des petits détails, une petite protéine ici, une petite modification là, qui va réorienter ces grosses machines moléculaires dans des contextes différents. Et c'est exactement le rôle des séquences enhancers. Souvenez-vous, je vous montrais la semaine passée une image très simple en fait, qui montrait que la raison pour laquelle le gène de l'albumine est exprimé dans le foie et pas dans les yeux, c'est simplement parce que dans le foie, il y a un facteur qui va lier un enhancer du gène de l'albumine. Mais tout le reste, toute cette machinerie que vous voyez là, va être la même. Donc ce sont vraiment des interrupteurs, ce sont ces séquences qui vont introduire la spécificité de fonctionnement d'une énorme machinerie moléculaire qui, elle, n'est pas du tout spécifique. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous parler de la liaison de ces facteurs sur les enhancers, du contenu de ces enhancers. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces séquences enhancers, dont je vous parle depuis 4 leçons maintenant, qui fait que des facteurs spécifiques vont venir s'y lier. Est-ce que l'on peut trouver des règles normatives? Est-ce qu'il y a un code de liaison de facteurs à des enhancers, etc. Et lorsque l'on discute de ce sujet, je pense qu'il y a 3 niveaux d'analyse qu'on peut considérer qui, en fait, peuvent être, d'une certaine façon, comparés au niveau d'analyse qu'on a d'un texte, en commençant par l'orthographe,
il faut des lettres pour faire des mots, il faut des nucléotides pour faire des motifs de liaison à des protéines. Il y a un niveau qu'on pourrait considérer comme étant celui de la syntaxe, c'est-à-dire ces motifs de liaison aux protéines, est-ce qu'il y a des règles pour les organiser à l'intérieur d'un enhancer? Il en faut combien pour donner une signification, un contenu à l'enhancer? Et puis il y a le dernier niveau qui est celui évidemment de la grammaire, qui est le niveau le plus intéressant peut-être, qui est de replacer tout ça dans un contexte fonctionnel qui a du sens, parce que comme on le verra, parfois les mêmes séquences ont un sens différent dans des contextes différents. Alors laissez-moi commencer peut-être avec ce niveau de l'orthographe, c'est-à-dire de la façon dont ces séquences enhancers sont liées par des protéines. Alors j'aimerais repréciser une définition, c'est-à-dire qu'une protéine nucléaire qui lie un enhancer, une séquence enhancer qui est impliquée dans la régulation de gènes, on va appeler ça un facteur de transcription. C'est une définition qui est un peu vague et d'autres collègues auront une définition un peu plus large, mais lorsque je vais vous parler de facteurs de transcription, je fais référence à des protéines dont la fonction est de lier des séquences de régulation pour démarrer la transcription d'un gène. Il y a de très nombreuses protéines qui peuvent lier l'ADN. On n'en connaît pas exactement le nombre, mais il y a probablement plusieurs milliers de protéines qui sont capables de le faire par des systèmes de reconnaissance à des petites séquences d'ADN. Les différentes modalités de fixation à l'ADN ne sont pas infinies. Et là encore, en fait, une fois qu'une bonne façon pour une protéine de lier l'ADN a évolué, donc d'avoir un peptide, une partie de la protéine qui est capable de lier l'ADN, une fois que cette relation a évolué, eh bien, elle va être réutilisée, cooptée dans des tas de contextes différents. Comment cela est-il possible? Une petite parenthèse, c'est assez intéressant de voir que les parties des protéines qui sont responsables de la liaison à l'ADN, généralement sont codées par un seul exon dans l'ADN. Vous vous souvenez, l'ARN va avoir plusieurs morceaux, il y a des morceaux qui vont être enlevés, des introns, des exons. Et en règle générale, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions bien sûr, mais en règle générale, la liaison à l'ADN est codée du point de vue de l'ADN dans un seul exon. Et on comprend l'avantage d'avoir cette structure, parce que cet exon va pouvoir être repris par un autre morceau d'ADN avec une translocation, une inversion. Et donc on va retrouver dans beaucoup de protéines qui lient l'ADN les mêmes motifs de liaison. D'ailleurs, on peut parfois, dans certains facteurs de transcription, trouver plusieurs types de domaines de liaison à l'ADN. On voit bien en fait que tout ça, ça a été recombiné par bricolage, avec je prends ce domaine, si ça marche, on va garder, si ça marche, etc. Je vais vous montrer deux exemples qui sont relativement clairs, semble-t-il, pour comprendre un peu cette orthographe des facteurs de transcription. Premier exemple, c'est une liaison à l'ADN dont j'ai déjà parlé dans ce cours, qui est ce qu'on appelle un homéodomaine. C'est donc une partie de la protéine qui fait 60 résidus, 60 acides aminés, qui très généralement est codée par un seul exon, et qui dans l'espace va adopter une structure qui consiste en 3 hélices alpha. Alors, ce que vous voyez là, c'est juste la partie qui lie l'ADN. Après, il y a la protéine ailleurs qui va faire quelque chose, qui va activer, etc. Donc, c'est 3 hélices alpha qui vont être antiparallèles. Et la troisième hélice que vous voyez là, quand on la regarde de ce côté-là, celle-ci,
va en fait rentrer dans le sillon majeur de l'ADN et va pouvoir contacter des bases, des nucléotides, généralement des liaisons hydrogènes, etc. Donc on va avoir une spécificité entre certains types de résidus et certaines bases. Donc la protéine lie l'ADN par son homéodomaine, 3 hélices alpha, hélice tour hélice, donc c'est la structure dans l'espace, et ce motif reconnaît le sillon majeur. Maintenant, il y a plusieurs façons d'établir quelle est la séquence d'ADN qui va être liée par cette protéine. Et ça, vous pouvez maintenant conclure vous-même. On peut faire, par exemple, un chip-seq avec une protéine particulière, un facteur de transcription, et puis on va obtenir des centaines de milliers, peut-être, de sites liés par cette protéine, qu'on va, après alignement sur le génome, on va prendre tous ces sites, on va les aligner et on va en sortir une séquence qui est la séquence qui est présente avec la plus grande probabilité. Et c'est ce que vous voyez ici en bas. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est la façon dont nous avons de lire ces séquences consensus. Et ça se lit de la façon suivante. Vous voyez que le A ici est seul. Il n'y a absolument rien d'autre que le A. Ça veut dire que dans 100% des motifs qui sont liés par cette protéine, il y a un A à cette position. Par contre, vous voyez qu'ici, vous avez un G, un A pratiquement à même hauteur. Donc ça veut dire qu'à cette position-là, vous avez soit un G, soit un A, mais vous n'avez jamais de T, par exemple. Alors qu'à cette position-là, vous avez pratiquement systématiquement un T, mais parfois ici, dans quelques cas, vous avez un G. Hein, c'est comme ça qu'on lit en fait ces séquences. Et donc, de cette lecture, on peut commencer à extraire une séquence qu'on va appeler consensus. Et en fait, si vous regardez vous-même cette séquence, vous voyez en fermant un peu les yeux que vous allez avoir un TGA, TTGAT, quelque chose comme ça hein, qui va ressortir. Ça, c'est ce qu'on appelle une protéine à homéodomaine. Il y en a quelques centaines dans notre génome. Et ces protéines à homéodomaine, elles sont présentes en sous-classe. Simplement pour une question évolutive, hein, il y a eu quelques protéines au départ qui ont été amplifiées, qui ont fait des sous-familles. Et donc, il y a certaines sous-familles de ces protéines qui ont des homéodomaines qui sont plus semblables les uns avec les autres que d'autres sous-familles de ces protéines. D'accord ? Si vous prenez une protéine à homéodomaine qui est d'une sous-famille différente, que vous avez là, en dessous, vous voyez que la séquence va être semblable mais différente. TG, ici, TGA, TGA, ça commence pareil. TTT, TT, là, c'est une différence ici. Donc, vous voyez que quand vous prenez un même motif d'ADN, de liaison, un même motif protéique de liaison à l'ADN, pour des sous-familles un peu différentes, vous commencez à avoir des séquences de liaison qui sont différentes. Et ça vous explique la spécificité d'action de ces protéines. D'accord ? Quand vous prenez cette protéine-là, cette protéine à homéodomaine, et que vous regardez l'ensemble des protéines qui font partie de cette sous-famille, vous avez en fait cette illustration-là. Vous voyez, TTAATT, TTAATG, TTA, et donc vous pouvez en extraire une séquence consensus. Alors cette séquence consensus, elle est importante parce qu'on va en discuter tout à l'heure. C'est effectivement des informations qu'il faudra rentrer lorsque l'on essaiera simplement, en regardant une séquence génomique, d'en extraire les séquences enhancer. Ce qui est effectivement l'exercice dont on espère tous qu'il sera possible dans quelques années, c'est-à-dire simplement en scannant un génome, de dire, ben voilà,
là, il y a une séquence qui fonctionne à ce moment-là dans ces cellules-là. D'accord. Ça, c'est un type de séquence de liaison pour un type de famille de facteurs de transcription. Si vous passez à un autre type de facteurs de transcription, vous allez avoir des séquences de liaison qui vont évidemment être différentes. Et je vous montre un autre exemple ici qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle des liaisons à l'ADN par des motifs à doigts de zinc. C'est des petits motifs protéiques que vous voyez là, qui font une petite boucle, un petit doigt. Donc chaque point noir est un résidu, un acide aminé. Ceux-ci sont colorés parce que vous voyez qu'il y a 2 cystéines et 2 histidines qui en fait sont complexés par un ion zinc, d'où l'appellation motif à doigt de zinc. Et ce motif à doigt de zinc va là encore rentrer dans le sillon de l'ADN et va reconnaître 3 bases par cette face ici. Vous voyez ces flèches là, donc par ces acides aminés là, vont reconnaître 3 bases. Alors vous allez me dire 3 bases dans l'ADN, c'est totalement inutile. On va en avoir partout. Vous pouvez calculer la fréquence d'occurrence de AGT par exemple, c'est monstrueux. Okay. Mais ces doigts de zinc viennent toujours en groupe. Donc il y a des protéines qui ont entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, même 11, comme on va le voir, doigts de zinc, qui sont espacés. Et évidemment, à chaque rajout d'un doigt de zinc, on augmente la spécificité. Et si vous calculez quelle est la spécificité, la probabilité de trouver dans le génome 11 fois 3 paires de bases différentes alignées en 6, cette probabilité-là, elle est très très basse. D'accord ? Donc, ce sont des protéines qui vont jouer sur le nombre de doigts de zinc, plus peut-être que sur la spécificité de reconnaissance d'un doigt de zinc de son ADN, de ces 3 bases d'ADN. Donc, vous voyez, il y a des façons différentes de jouer avec ça. Alors, la raison pour laquelle je vous parle de ces doigts de zinc, c'est que je vous montre ici l'exemple d'une protéine dont on a beaucoup parlé, on en reparlera un peu, c'est cette fameuse protéine CTCF, qui est une protéine qui fonctionne avec 11 doigts de zinc. Et vous voyez en bas, ici, ce modèle de structure avec l'ADN, où on voit la disposition de ces doigts de zinc, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Mais notez bien que ce que vous voyez là, c'est une situation qui n'est peut-être jamais observée in vivo. Parce qu'on ne sait pas s'il y a des situations où les 11 doigts de zinc sont effectivement liés. Peut-être qu'on n'en lit que 2, que 3, que 5, que 7. Et donc on a une situation, une relation entre une protéine et un enhancer qui est extrêmement intéressante, parce que l'on peut avoir plusieurs séquences différentes liées par différents doigts de zinc de la même protéine. C'est ce qu'on appelle un tableau d'affichage, je vais vous en parler dans quelques minutes. Donc vous voyez qu'on peut introduire des spécificités à beaucoup de niveaux différents. Alors, parlons maintenant un tout petit peu du niveau de la syntaxe, on pourrait appeler de la syntaxe, c'est-à-dire des façons d'agencer ces différentes séquences de liaison à des facteurs de transcription. Parce que, bien évidemment, de façon vraiment très générale, au sein d'une séquence enhancer, on va trouver plusieurs sites de liaison à plusieurs facteurs. Et il y a plusieurs façons de penser à l'organisation de ces séquences. Il y a, je pense, 3 cas de figure qui sont, je dirais, majoritaires. Si l'on regarde l'ensemble des enhancers connus, il y a 3 cas de figure qui semblent se dégager, en fait. Il y a d'un côté ce qu'on appelle des enhanceosomes. C'est la situation la plus simple, en quelque sorte, où vous avez une séquence enhancer qui est faite d'une collection de sites de liaison pour des protéines différentes. C'est tout.
Donc, ce sont des liaisons coopératives. Généralement, les sites sont tous nécessaires, parce que si vous en enlevez un, il n'y a pas moyen de corriger le problème. Et l'activité requiert l'ensemble des facteurs. Les avantages évolutifs de ce type de structure, vous les comprenez maintenant, évidemment. Parce qu'au sein de ces facteurs, on peut très bien en avoir 3, 4, 5 qui sont relativement généraux. Par exemple, tous les tissus qui dériveraient de la lignée endodermique, dans tous les épithéliums, on trouverait peut-être 3, 4, 5 de ces facteurs. Donc, tous les enhancers qui sont censés être activés dans les épithélias auraient déjà la plupart de ces facteurs. La spécificité viendrait d'un ou deux facteurs supplémentaires. Vous voyez, on peut toujours jouer avec ce genre de choses. Le deuxième type, c'est celui dont je faisais référence, c'est le type panneau d'affichage. C'est mes traductions des versions anglaises, ça vaut ce que ça vaut, où on a en fait une série de sites qui peuvent être liés par un système additif. Autrement dit, cette version-là est active, mais cette version-là est active également. Et cette version-là aussi est active, dans des contextes différents. Par contre, si l'on regarde sur un enhancosome, si on enlève ce facteur, ce sera plus actif. Donc on a une variation, on affiche, d'où le terme panneau d'affichage, on affiche une série de sites de liaison, et puis dans des contextes différents, on va remplir ces trois-là, ces deux-là, etc. Mais ce sont toujours les mêmes. Puis le troisième cas de figure, c'est ce qu'on pourrait appeler un collectif de facteurs. C'est là où la spécificité tient à l'ensemble des facteurs, pas au site de liaison. C'est-à-dire ce sont des facteurs qui se reconnaissent, qui se collent ensemble, qui font des complexes. Et puis ils vont pouvoir lier des collections de sites qui sont relativement différentes les unes des autres, pour autant qu'il y ait un minimum de liaison de ces facteurs. D'accord ? Vous voyez ici, par exemple, ce facteur-là, jaune, ne va pas lier l'ADN. Il n'y a pas sa séquence de liaison. Vous voyez, il n'y a pas la séquence jaune. Mais comme il lie les cofacteurs, comme il vient avec un ensemble de protéines, peu importe, il sera là, il va pouvoir faire son job. Dans un autre cas de figure, vous voyez que la séquence de liaison sera là. Donc cette fois, il va pouvoir lier. Par contre, la séquence de cette protéine ne sera pas là. Donc on renverse en fait un tout petit peu, on inverse la spécificité, où on a un groupe de protéines, de facteurs de transcription qui ont une mission, qui vont aller chercher une mission, qui ont un rôle à jouer, une fonction, qui vont aller chercher des sites, et la collection de sites de liaison nécessaires pour faire atterrir ce complexe peut être légèrement différente parce que plusieurs de ces protéines peuvent reconnaître des sites de liaison. C'est un collectif de facteurs. Évidemment, ces différentes situations d'enhancer peuvent être en quelque sorte anticipées en regardant simplement la séquence d'ADN et en alignant ces séquences avec des séquences d'animaux plus ou moins éloignés. Pourquoi ? Si vous considérez ce enhancosome, par exemple, où vous avez besoin de toutes ces séquences, eh bien on va anticiper que la conservation de séquences pour cet enhancer devrait être très élevée entre les espèces. Quand vous regardez un système de ce type-là, par exemple, vous pouvez anticiper que la conservation de séquences sera beaucoup moins élevée parce que vous avez moins besoin d'une conservation de séquences. Et c'est exactement ce que l'on voit ici, en fait, où on a des séquences ADN qui sont très conservées lorsque vous comparez avec les oiseaux ou même parfois avec des poissons. Je vous montrerai un exemple plus tard. On a des séquences qui sont très conservées. Par contre, dans ce type d'enhancer ici,
on a des séquences qui sont beaucoup moins conservées. Et en fait, je devrais même mentionner une chose que je vais pas décrire en détail cette année, je n'ai pas le temps, mais on se rend compte de plus en plus qu'il y a des fonctions enhancers qui sont conservées entre des gènes orthologues qui ne font pas appel à des conservations de séquences. C'est assez curieux, mais on s'aperçoit de plus en plus que, par exemple, si vous prenez un gène extrêmement important chez l'oiseau, chez les oiseaux et chez les mammifères, le même gène, que vous regardez le paysage de régulation en amont, eh bien vous allez voir que certains pics attaque sec, certaines liaisons de facteurs ne demandent pas une conservation de séquence. Quand vous pensez à ce type de collectif de facteurs, on peut commencer à réfléchir. On peut se dire peut-être que c'est effectivement un facteur qui est agrégé à d'autres facteurs, etc. Mais ça complique, aujourd'hui, ça complique un peu la recherche de ces enhancers. Alors, le dernier niveau de comparaison, c'est bien entendu le plus complexe, et c'est ce qu'on pourrait appeler la grammaire. C'est bien sûr d'essayer d'intégrer dans une dimension fonctionnelle ce qu'on trouve dans ces enhancers, dans son contexte génomique et cellulaire. Alors, une des premières questions que l'on peut se poser lorsqu'on commence à réfléchir à ce problème, c'est: y aurait-il un statut général d'enhancer? Est-ce qu'en scannant l'ADN, on pourrait dire « Ah, là, on a un enhancer ». De la même façon qu'on peut dire « Ah, là, on a un promoteur », parce que ça, on peut le faire relativement bien maintenant. « Ah, là, il y a deux enhancers ». Et une première étape pour essayer de répondre à cette question a été étudiée par, encore une fois, le groupe d'Alexander Stark à Vienne. Et la question qu'il pose est un peu plus simple. Vous vous souvenez, lors du premier cours, certains d'entre vous qui étaient là, j'avais fait une différence, qui est une différence importante, entre deux types de régulation génétique, peut-être y en a-t-il plus, mais en tout cas deux types très différents, celles qui touchent aux gènes qu'on appelle des gènes de ménage. C'est un peu méprisant, mais aux gènes qui sont toujours actifs dans toutes les cellules, les enzymes, etc. Vous en avez vu, là, les facteurs qui fabriquent la polymérase, la RNA polymérase 2, etc. Des gènes de ménage. Et puis des gènes qu'on va appeler de développement, c'est un mauvais qualificatif, mais les auteurs l'appellent les gènes D, donc de développement. Est-ce que pour ces deux types de régulation, on trouve des enhancers qui sont fondamentalement différents? Ou bien, est-ce que cette notion d'enhancer, c'est une notion générique qu'on va trouver dans tous les cas de figure? Et pour répondre à cette question, ces auteurs vont réutiliser l'approche qu'ils avaient mis au point et qu'on a discutée, qui s'appelle l'approche Starsec. C'est une approche qui est très simple, mais qui est illustrée de façon très compliquée. Donc ne soyez pas effrayés par la prochaine image que je vous montre. Je vous rappelle en une minute comment ça fonctionne. Vous prenez un génome, dans ce cas particulier celui de la mouche, la drosophile, vous le fractionnez en petits fragments d'ADN, en espérant que vous allez avoir des fragments qui ont des activités enhancer. Vous le coupez en petits morceaux, peut-être d'un kilobase ou quelque chose comme ça. Et puis, vous introduisez, vous fabriquez une librairie en rentrant ces morceaux de façon aléatoire dans un vecteur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque vecteur va avoir un morceau, évidemment. Hein. Le système est fait de façon telle qu'on ne peut pas intégrer deux morceaux, autrement ça ne marcherait pas. Donc vous allez vous retrouver avec, dans un tube, ce qu'on appelle une librairie, c'est-à-dire des centaines de milliers de vecteurs, tous contenant un seul morceau d'ADN. D'accord? Ça, c'est le truc. Maintenant, ce morceau d'ADN, il est inséré dans la partie 3' d'un ARN qui est activé par ce promoteur. Donc l'idée est très simple.
si vous insérez ici un morceau d'ADN qui a une activité enhancer, que va-t-il se passer? Ça va activer ce promoteur, puisqu'il est à côté. Ce promoteur étant activé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un ARN, et cet ARN va contenir dans sa séquence le morceau d'ADN qui est enhancer. D'accord? Donc, c'est un système auto-entretenu, si vous voulez. Si vous avez un enhancer très fort, vous allez beaucoup stimuler le promoteur et vous allez vous produire en quantité. Après, vous ramassez les ARN, vous faites de l'ADN double brin, comme d'habitude, vous séquencez et vous alignez sur le génome. Vous allez avoir un signal qui correspond à la séquence de votre ARN, finalement. Et plus l'enhancer sera fort, plus vous aurez de séquences, évidemment, puisque vous allez être surreprésenté dans la librairie. Hein? Imaginez que vous mettez un enhancer qui vous fait une copie d'ARN toutes les heures, et puis vous avez un autre enhancer sur un autre vecteur qui va vous faire 100 copies d'ARN toutes les heures. Eh bien, à la fin de la fin, quand vous aurez amplifié, vous aurez 100 fois plus d'ADN double brin, vous aurez 100 fois plus de séquences d'ADN lues en séquence, puisque vous avez 100 fois plus de... etc. Donc vous allez avoir un pic sur votre profil ADN qui sera 100 fois plus élevé que le petit pic à côté. Donc vous pouvez quantifier. D'accord? Évidemment, ces vecteurs, ils sont introduits dans des cellules. Hein. Dans ce cas particulier, les cellules S2, ce sont des cellules de mouches qui sont gardées en culture, parce qu'il faut quand même bien les faire fonctionner, ces enhancers. Bon, j'espère que c'est clair. Il y a toujours un gros problème avec ces librairies. C'est que quand vous avez des situations telles que je viens de décrire, c'est-à-dire un vecteur avec un read, très très peu, qui fonctionne très très peu, et puis d'autres vecteurs qui fonctionnent vraiment très fort, avec des milliers de reads, vous avez à la fin une librairie qui a peu de complexité, c'est-à-dire une librairie dans laquelle vous allez être très surreprésenté pour certains vecteurs. D'accord? Et ça, ce n'est pas ce que vous voulez. Dans le cas idéal, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir une copie de chaque pour les enhancers, ce qui fait qu'on sortirait tous les enhancers. Hein? Si vous avez 300 millions de copies d'un enhancer, votre librairie, vous allez avoir 300 millions de reads. Tout le reste, il va falloir aller les rechercher, ils seront... Donc il y a beaucoup de trucs qui sont développés actuellement pour essayer de pouvoir tout de même accéder aux données dans les librairies de basse complexité. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça, j'aurais de la peine d'ailleurs à vous l'expliquer en détail, mais c'est simplement pour vous dire que ce qui est fait dans ce cas-là, c'est que les auteurs rajoutent ce qu'on appelle un UMI, c'est-à-dire un unique molecular identifier, donc c'est une petite séquence qui va permettre, qui est collée à chaque vecteur et qui va permettre d'aller repêcher quelque chose qu'on n'aurait pas forcément repêché autrement. Donc ça vous augmente en fait la complexité de votre librairie. Bon, peu importe. Alors pourquoi est-ce que ces auteurs retournent sur cette technique? Ben, pour des raisons assez simples. Ils se disent, ce qu'on va faire, c'est simplement mettre ici un promoteur, ici, un promoteur qui est un promoteur de ménage, de gènes de ménage. Et puis on va faire une deuxième librairie en mettant ici un promoteur qui est un promoteur de développement, de gènes de développement. Et puis la question qui pose, elle est simple. On va avoir deux librairies, est-ce qu'on va sortir les mêmes enhancers? Ou bien est-ce que ces enhancers vont être différents? C'est-à-dire, est-ce que des promoteurs qui sont différents vont faire appel à des séquences enhancers qui seront différentes? Ou bien, est-ce que les séquences enhancers sont là, on active, quel que soit le promoteur? Alors ça, c'est ce qui va être fait. Et ils vont utiliser, alors vous voyez ici,
un promoteur du gène even skipped pour le développement, qui est un gène qui est extrêmement important, qui fait, vous savez, c'est un gène qui participe à faire les bandes dans l'embryon de mouche, enfin bon, peu importe. C'est un gène qui est très, très régulé dans très peu de cellules. Donc un gène classique, pléiotropique, plus tard, etc. Et puis, pour le gène de ménage, ils vont prendre ce gène RPS12, qui est en fait un gène qui code pour des protéines ribosomiques. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un gène qui va être fonctionnel dans toutes les cellules, puisque les ribosomes, il faut quand même en produire partout. Donc voilà, ils vont faire ces librairies. Et le résultat, c'est le suivant. Vous le voyez essentiellement ici. Ils vont sortir un total de 4000 séquences enhancer qui ne fonctionnent que avec le promoteur du gène de ménage. D'accord ? C'est-à-dire que les séquences qui sont sorties ici, quand je dis les séquences qui sont sorties ici, ça veut dire on fait le star-seq, on fait la séquence, on aligne sur le génome les promoteurs, les enhancers, on regarde effectivement que ces enhancers soient à proximité de gènes qui sont similaires à ceux-ci, mais ces séquences-là ne sont pas sorties de ce chapeau-là, de cette librairie-là. Hein, cette librairie, vous voyez qu'il y a 3500 séquences qui ne sont sorties que lorsque l'on utilise le promoteur d'Evenskip, donc le promoteur développement. Par contre, au centre, vous voyez qu'il y a 1800 séquences, 32%, qui sont sorties des deux chapeaux. Donc ça veut dire en fait qu'il y a en gros 30% de séquences qui fonctionnent indépendamment de la qualité du promoteur. Mais vous avez quand même une grande majorité de ces séquences qui soit ne fonctionnent qu'avec un promoteur de gène de ménage, soit qu'avec un promoteur de gène pléiotropique, développement classique. Bon, je dois vous dire, ce n'était pas une surprise énorme, parce que depuis pratiquement 40 ans, beaucoup de collègues, des biochimistes en grande partie, des biologistes moléculaires, avaient déjà montré, et vous le voyez ici quelques exemples, qu'en fait, les promoteurs de ces deux types de gènes ont des petites séquences d'ADN qui sont relativement différentes tout de même. Et on peut, de façon informatique, savoir, lorsque l'on regarde un promoteur sur un génome, avoir une très très bonne approximation pour savoir si ce sera un promoteur de gène de ménage ou un promoteur de gène de développement. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas absolument étonnant qu'on ait ces deux catégories d'enhancers qui vont reconnaître des séquences qui sont tout de même, qui vont faire des complexes avec des séquences qui sont tout de même relativement différentes. Ce que vous voyez sur la droite, c'est un détail, mais tout de même, c'est lorsque l'on dit 4000, 3500, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand vous regardez un tout petit peu dans la publication, vous voyez que ça veut dire qu'il y a une différence d'efficacité qui va jusqu'à 4 fois. Donc ça introduit un tout petit bémol quand même. Hein. Vous voyez que ça veut dire que, par exemple, dans cette catégorie ici de séquences enhancer, qui reconnaissent le développement, eh bien ça veut dire que selon où vous êtes dans ce nuage, vous allez être à peu près 2 fois ou 4 fois plus actif quand vous êtes devant un enhancer, un promoteur développement que quand vous êtes devant un promoteur, etc. Donc, en fait, les fromages que vous voyez sur la gauche, les ensembles sur la gauche, à mon avis, ne sont pas totalement indicatifs quand on regarde les datas, en fait. C'est une question de quantité. 4 fois plus, 4 fois moins, qu'est-ce que ça veut dire?
au niveau de la transcription, est-ce que c'est significatif, est-ce que c'est pas significatif. Par contre, on peut aller voir dans le génome où sont situées ces séquences qui ont été repêchées par le StarSeq. Il suffit d'aligner sur le génome et de voir, pour ces différents enhancers, par exemple, quelle est leur distance à ces promoteurs. Et quand ces auteurs font ça, ils s'aperçoivent d'une chose assez intéressante, c'est que pratiquement 60% des enhancers des gènes de ménage, en fait, sont dans la région du promoteur. Et il y a même certaines de ces séquences qui contiennent les promoteurs. Donc, vous voyez, encore une fois, on est là dans un système où on n'a pas besoin d'une régulation très fine avec des enhancers un peu partout qui vont... Tout ce qui fonctionne, fonctionne. Et si on peut avoir une séquence qui est active, qui est proche du promoteur, très proche, ou même qui inclut le promoteur, tant que ça marche, ça marche. Parce que ce qu'il faut, c'est simplement un niveau de transcription stable dans toutes les cellules. À l'inverse, quand vous regardez ces séquences-là, donc qui sont dans des enhancers qui fonctionnent avec un promoteur de gènes de développement, eh bien, vous voyez que pratiquement 60% sont soit dans des introns de gènes voisins, toujours la même chose, hein. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé pratiquement à chaque cours, pour des raisons qu'on n'arrive pas à comprendre, hein, mais la plupart de ces enhancers sont dans des introns de gènes voisins, hein, parfois même à 1 mégabase, souvenez-vous de Sonic Hedgehog, ou dans des régions intergéniques, c'est-à-dire à distance. Et puis on peut aussi regarder, alors de façon plus globale, en faisant une recherche qu'on appelle un gene ontology. Ça veut dire de se dire, voilà, on prend toutes ces séquences enhancers pour une catégorie ou pour l'autre. On regarde avec quels gènes elles sont associées sur le génome, peut-être avec 500 gènes. Et puis, on demande à un logiciel dans quel grand processus du vivant ces gènes sont-ils impliqués. Hein? Et les réponses, vous les avez en bas, là, c'est assez intéressant. Vous voyez que, en fait, en magenta, là, ce sont les gènes, les séquences enhancer qui fonctionnent en amont du gène de ménage, dans le génome, sont placés proches de gènes qui font partie de ces catégories. Regardez, complexe du spliceosome, évidemment, il y en a partout. Métabolisme des acides nucléiques, il y en a partout. Transport intracellulaire. Vous voyez, ce sont toutes des catégories qui sont des catégories très génériques. Toutes les cellules ont besoin de ça pour survivre. Par contre, lorsque vous regardez les enhancers qui sont sortis de par leur capacité à activer un promoteur développement, que vous regardez où se trouvent toutes ces séquences sur le génome, que vous sortez tous les gènes à proximité et que vous faites cette même analyse, vous voyez régulation du signaling, pattern spécification, morphogenèse des épithélias. Là, on est dans des fonctions qui sont spécifiques aux cellules. Hein, donc ça colle bien avec l'idée finalement qu'on a affaire à deux catégories de gènes qui sont de régulation génétique, qui sont distincts à plusieurs égards. Les gènes de ménage généralement sont exprimés à bas bruit, à bas niveau, par des systèmes de régulation qui sont proches du promoteur, alors que les gènes de développement, comme on va le voir, sont exprimés soit pas du tout, soit à très haut niveau, contrôlés par toute une série d'enhancers qui sont dispatchés sur des grands paysages de régulation alentour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'idée vraiment dans le domaine, c'est de pouvoir détecter à la lecture simple de l'ADN des séquences enhancers. L'idée est relativement simple. Hein. Imaginons dans
imaginons dans quelques années la possibilité de mettre au point des petites navettes génétiques auxquelles on pourrait donner une instruction absolument claire, de dire voilà, ça, on aimerait que ce soit exprimé dans ces cellules particulières, des bronches ou peu importe, avec un aérosol, à ce moment précis, et pas dans ces cellules. Hein, donc de pouvoir fabriquer de façon synthétique non seulement une navette qui irait pour des raisons thérapeutiques quelque part, mais de pouvoir fixer sur cette navette son temps et sa place d'activation. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et donc beaucoup de gens essayent de faire cela, et je vais vous présenter juste une étude. Vous voyez, j'ai mis en haut une des citations très fameuses de Feynman, qui est probablement la plus connue, hein, qui dit « What I cannot create, I do not understand ». En fait, on ne peut pas comprendre ce qu'on n'arrive pas à créer. Donc tant que je n'arrive pas à recréer quelque chose, je n'arrive pas à en comprendre la logique. Et l'idée, c'est effectivement, tant que nous n'arrivons pas à recréer toutes sortes d'enhancers qui vont fonctionner exactement aux endroits où l'on veut, on n'aura pas totalement compris leur logique. Alors, ces mêmes auteurs vont utiliser un système de réseau d'apprentissage profond pour d'abord reconnaître à la lecture du génome, si possible, la présence de séquences enhancers, et puis, in fine, pour pouvoir les produire in silico. Ces auteurs vont utiliser ce qui est appelé un réseau de neurones convolutifs, qui est très utilisé, si j'ai bien compris, dans les systèmes d'apprentissage profond, qui est développé dans les années 80 et qui est très, très similaire à la façon dont notre cerveau a de traiter l'information visuelle, avec des couches différentes, avec des couches qui captent les différentes parties de l'image, et puis après des couches qui mettent ça ensemble, et puis des couches qui reforment l'image. En fait, et c'est ça la base de cette fabrication de tous les logiciels qu'on a aujourd'hui de reconnaissance d'image ou de reconnaissance de texte. Je dois vous dire, avant que vous le remarquiez vous-même, je dois vous dire que je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine. Le principe général est relativement simple à comprendre. Les détails mathématiques sont extraordinairement compliqués. Si certaines ou certains d'entre vous souhaitent vraiment avoir un cours sur ce domaine précis, alors je vous recommande vivement d'aller rechercher le cours de mon collègue Stéphane Malak, qui est mathématicien ici au collège, et qui en 2018-2019 a donné un cours entier sur les systèmes d'apprentissage profond. Bon, le début est simple, la fin l'est moins. Le principe général, en fait, c'est qu'on va entraîner un réseau de neurones à reconnaître une image. Alors ici, vous voyez, c'est un chat. Et en fait, tant que l'on ne va pas reconnaître ce chat, le système va considérer que c'est une erreur, revenir en arrière jusqu'à ce qu'il puisse reconnaître ce chat. La façon dont c'est fait, c'est évidemment, au départ, il faut nourrir ce réseau avec l'image d'un chat, parce qu'il faut lui apprendre ce que c'est un chat. Dans le cas des enhancers, ce système va être nourri par les datas obtenues par cette approche DeepSeq, DeepStar, StarSec. Donc on va nourrir, on va dire à ce réseau, voilà, cette séquence est une séquence positive, elle contient ces différents types de sites de liaison, etc., etc. Et cela va se faire en fait par des couches successives de neurones in silico qui vont avoir des fonctions différentes. D'abord, il y a des couches de neurones qui vont traiter, dans le cadre d'une reconnaissance d'image, qui vont traiter des petits morceaux d'images par un processus de décomposition. Et puis chaque couche, en fait, va capitaliser sur l'information qui est produite par la couche précédente. Donc on va additionner les couches, et puis à la fin, il va y avoir des couches de pooling, où on va mettre tout ça ensemble et reformer quelque chose. Si ces images ne correspondent pas aux données de départ,
on recommence, et c'est pour ça que c'est appelé en fait un système d'apprentissage profond. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que une fois que vous allez obtenir le chat, une fois que vous aurez entraîné votre système de façon suffisamment profonde pour obtenir le chat, votre système va être capable de détecter un chat. C'est ça le centre de l'affaire, en fait. Parce que la façon dont les images vont être décomposées, le fait que vous allez systématiquement considérer que ces images, ces pixels ou ces tuiles, comme ils les appellent, ne sont pas indépendantes les unes des autres. C'est ça le démarrage de ce système de convolution, c'est qu'on démarre avec une image dont les sous-images ne sont pas indépendantes les unes des autres. Si vous considérez 2 pixels, la probabilité que ces 2 pixels aient la même couleur quand ils sont proches est plus élevée que la probabilité qu'il n'ait pas la même couleur quand ils sont éloignés. C'est ça le système de déconvolution. Donc vous allez scanner cette image en considérant cette proximité. Donc à chaque couche différente, vous allez intégrer la différence qui existe entre un point et un autre. Non pas le point et l'autre, mais la différence qui existe entre un point et un autre. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, système convolutif, c'est effectivement un signal qui est fabriqué par la différence entre ces 2 échantillons consécutifs. Donc le système de convolution, et c'est ça qui est vraiment traité dans ce cours de Stéphane Mallard, c'est un système qui traite des données qui sont corrélées. En fait, c'est ça. Dans une image, on a un ensemble de données qui est corrélé puisque ça forme une image. Donc revenons à ce papier. Donc ils vont nourrir en fait ce réseau avec ces données de Starsec. Et puis ils vont arriver à un certain nombre de conclusions. Alors, je vous donne les conclusions, je ne vais certainement pas passer sur le détail de la publication, j'en serais totalement incapable. Vous voyez que cette fois, ils utilisent cette nouvelle version du Starsec, qui est le Yumi Starsec dont je viens de vous parler, et ils isolent à peu près 11 000 enhancers de type développement, 7 000 enhancers de type gène de ménage, et c'est grâce à ces données-là qu'ils vont pouvoir entraîner ce réseau d'apprentissage, qu'ils appellent Deep Star, ce réseau d'apprentissage de neurones convolutifs. Ce réseau neuronal d'apprentissage convolutif. Donc ça représente une database de haute qualité, apparemment, pour construire un modèle prédictif. Ils vont utiliser des tuiles de 249 paires de bases. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ça veut dire que quand ils vont balayer l'équivalent de l'image, c'est-à-dire dans ce cas précis l'ADN, en fait, quand ils vont balayer l'image, ils vont faire un mouvement d'une fenêtre de 249 paires de bases. D'accord ? Donc il faut vous imaginer que quand on va balayer, on va avoir, par exemple, dans un enhancer, un certain nombre de séquences de reconnaissance, et puis quelques balayages plus tard, des séquences vont sortir de cette fenêtre. D'accord ? Mais elles étaient dans la fenêtre avant. Donc on a cette notion de proximité. D'accord ? Donc après apprentissage, le système va apprendre que dans un certain nombre de cas, quand on a ces séquences-là, à proximité, on a cette séquence-là. Et ça fonctionne comme ça. Et ensuite, on peut passer sur le génome et demander au système, sortez-nous toutes les cas de figure qui ressemblent à ça. 4 couches de convolution. Ne me demandez pas pourquoi il n'y en a pas une 5e, suivie de couches de pooling, donc les couches de mise ensemble de ces couches, 2 couches de connexion. Voilà. Donc j'ai mis ici les couches de convolution identifient les caractéristiques locales, par exemple les motifs des facteurs liants. Dans un système de reconnaissance de texte, ce serait l'équivalent de reconnaître d'abord, dans les premières couches, les lettres. Ensuite, on reconnaîtrait, couche suivante, les couches suivantes, les duos de lettres, les mots, les espaces, etc., etc. Et puis à la fin, couche de pooling, on met ensemble et on reconstitue une phrase. Alors ils vont vérifier cette approche, c'est assez intéressant en fait,
une expérience où ils vont comparer des enhancers totalement in silico, donc suite à cette analyse, donc ils vont fabriquer un enhancer, et puis ils vont regarder, ils vont aligner in silico ce pseudo-enhancer sur le génome, donc ils vont avoir des pics qui vont sortir, et puis ils vont comparer avec les résultats de leurs données Starsec dans lesquels il y avait ce même enhancer, ce type d'enhancer, pour voir si les pics correspondaient. Et c'est ce que vous voyez là, en fait. En rouge, vous avez des datas obtenues avec les promoteurs développement, donc c'est un enhancer développement. Et puis en bleu, c'est un enhancer gène de ménage. Et on voit un agrandissement ici, et vous voyez qu'en fait, c'est très très comparable entre ce qui est observé dans l'expérience et ce qui est déduit, prédit par leur approche en apprentissage profond, le DeepStar. Dans la publication, il mentionne même qu'en fait, la similarité entre le prédit et l'observé est aussi bonne qu'entre deux réplicas d'observés. Vous savez que quand on fait ce genre d'expérience, on ne la fait jamais qu'une fois. On fait 2, 3 fois pour être sûr d'avoir quelque chose des points qui sont cohérents, hein, donc on fait une moyenne. Eh bien, ils disent dans cette publication qu'en fait, la similarité entre l'observé et le prédit, dans ce cas-là, est tout aussi bonne qu'entre l'observé 1 et l'observé 2. Alors, les principaux points de cette étude, pour terminer ce papier, c'est que cette approche DeepStar, donc en apprentissage profond, révèle en fait quels sont les motifs ADN nécessaires pour induire une activité enhancer. Alors attention, on n'est pas ici dans un cas de figure où on a un panorama complet de ce qui se passe avec des enhancers des gènes pléiotropiques sur 4 ou 5 tissus différents à des temps différents. Non, non, on n'est pas là. Hein. Là, on en est au premier stade, c'est-à-dire de prédire des enhancers qui fonctionnent sur des promoteurs de ménage ou qui fonctionnent sur des promoteurs développement dans quelques contextes différents, quelques lignées cellulaires différentes. Hein. Donc, ça demande encore... Mais disons que the proof of concept, donc la démonstration que ça fonctionne, à mon avis, est relativement bonne. Et donc, il y a énormément de laboratoires aujourd'hui qui sont en train d'essayer de transférer ce système sur des systèmes plus complexes qu'on va discuter sur les enhancers de mammifères, etc. Notez bien qu'une caractéristique de ces apprentissages profonds qui est extrêmement intéressante, c'est qu'une fois entraîné, finalement, on peut transférer le système d'entraînement d'un topic à l'autre, en fait. Quand vous n'avez pas les datas suffisantes pour entraîner votre système, on peut aller rechercher d'autres datas qui vont entraîner le système d'une façon relativement comparable pour pouvoir ensuite revenir sur votre système. Donc ces analyses ont montré quand même des choses intéressantes qu'on va voir avec un exemple historique, en fait, qui est que, bien sûr, il y a des séquences adjacentes qui sont importantes. Vous tombez sur un site, comme je vous montrais tout à l'heure, ATT, TTA, machin truc, eh bien, ce n'est pas suffisant. Il va falloir regarder ce qu'il y a ici et ce qu'il y a là, parce que la même séquence peut avoir des liaisons très différentes, des effets très différents, selon ce qu'il y a à côté. S'il y a un énorme facteur à côté qui va prendre toute la place, elle ne sera pas occupée. S'il y a un facteur négatif, s'il y a un facteur positif, etc. Et puis, il y a aussi un certain nombre de règles de syntaxe qui sont extraites de cette approche et qui peuvent être généralisées chez les humains. Alors ça n'a pas été fait par l'application de cette recherche chez les humains, ça a été fait en vérifiant certaines de ces règles de syntaxe expérimentalement dans les systèmes humains. Et ça ouvre effectivement la voie à la fabrication d'enhancers spécifiques
qui serait entièrement synthétique. Voilà. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, pour la fin du cours, c'est regarder un autre aspect de cette organisation, qui cette fois n'est pas une organisation intra-enhancer, donc des petites séquences qui sont à l'intérieur des enhancers, mais qui est juste le niveau au-dessus, c'est-à-dire de la topologie de ces enhancers. C'est-à-dire, je vous ai montré qu'un enhancer peut avoir des séquences de liaison qui fonctionnent différemment dans des contextes différents, mais cet enhancer au total va aussi pouvoir fonctionner différemment selon l'endroit où il va se trouver dans le génome. Et également selon les enhancers qui sont voisins. Donc c'est exactement la même question. On passe de séquences de liaison de facteurs de transcription, on se dit voilà, ce qui est important, c'est le voisinage. Et là, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que le voisinage est important pour les enhancers? Est-ce que l'on peut imaginer un système où on prendrait des enhancers et on les changerait d'endroit, comme ça, et puis finalement on aurait le même résultat? Là encore, en fait, si on regarde chez les vertébrés, donc là où vraiment on a beaucoup de pléiotropie et on a des grands paysages de régulation, là encore on peut classer en fait les topologies d'enhancers en un certain nombre de catégories, je ne dirais pas catégories, mais on a l'impression que généralement, quand on voit un paysage de régulation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous regardez le génome avec par exemple, une approche épigénétique, vous voyez des pics attaques secs, des choses comme ça, vous voyez un gène là, vous regardez là, où sont les pics, vous dites, ah, ça tombe plutôt dans la catégorie des enhancers de ce type plutôt que de ce type. Et quand je dis de ce type, en fait, je pense que les 4 premières grandes catégories sont ces 4-là. Il y a ce que l'on appelle les holo-enhancers, les super-enhancers, un qualificatif qui a généré beaucoup de discussions dans le domaine quand il a été proposé, les archipels de régulation, et puis probablement les cas de figure les plus fréquents, on appelle les grands paysages de régulation pléiotropique. Alors évidemment, ces appellations ne sont pas exclusives l'une de l'autre. On peut avoir un archipel de régulation qui est en plein dans un paysage de pléiotropique. On va voir à quoi ça correspond. La première catégorie, elle est, à mon avis, extrêmement bien illustrée par un locus génomique qui est vraiment extrêmement important pendant le développement, qui est le locus du gène FGF8. Alors FGF8, c'est une cytokine. Il y a de très nombreuses cytokines, mais ce gène FGF8 est impliqué dans de très nombreux sites de développement, dans le cerveau, dans les membres, et c'est vraiment une cytokine parmi les plus importantes. Et lorsque vous regardez sa région génomique, vous voyez que le gène FGF8 est ici. Il est transcrit dans cette direction. Et ce que vous avez en dessous, ici, sont en fait tous les enhancers impliqués dans la régulation de ce gène. C'est beaucoup. Et vous voyez en fait que l'immense majorité de ces enhancers sont soit dans des introns, parce que ça, ce sont des gènes, ce sont d'autres gènes. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une situation dans laquelle on a un gène comme une sorte d'oasis avec des enhancers autour. Là, c'est relativement populé en termes de gènes. Et bien entendu, la question qu'on se pose, c'est mais ces enhancers ici, est-ce qu'ils fonctionnent aussi sur ces gènes-là? Ou bien comment se fait-il qu'ils ne fonctionnent que sur le gène FGF8 alors qu'il y a des gènes juste à proximité? Alors un début de réponse, on l'a maintenant. Si ces gènes
sont des gènes de type gène de ménage, on a vu que les enhancers ne sont pas forcément très affins pour ces promoteurs. Donc ça peut déjà être un début de réponse. Alors, lorsque l'on regarde ce paysage de régulation, on s'aperçoit que le gène FGF8 va trouver dans ces enhancers tout ce qu'il faut pour ces spécificités différentes. Je vous montre ici un exemple, le gène FGF8. Alors, ce n'est pas une image très belle, mais vous voyez qu'il est exprimé à des endroits très différents dans les arcs branchiaux. Ici, très important dans une partie entre le cerveau moyen et le cerveau postérieur. Ici, dans la partie la plus distale des membres, vous voyez, c'est en fait un gène qui, dans les membres, est exprimé dans la partie ectodermique qui couvre le membre. Et ce gène va participer à garder les cellules distales dans un état de pousse, hein, donc le membre va pousser par la partie distale. D'accord ? Eh bien, dans cette crête apicale du bourgeon de membre, que vous voyez ici, c'est un peu sombre, mais c'est cette petite coloration-là, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 séquences enhancers qui ont été isolées. Vous voyez, elles fonctionnent très bien, là, avec cette expression dans la partie distale du membre, ici. D'accord ? Donc, chacune de ces images-là, c'est en fait un de ces enhancers qui est sorti, mis en amont d'un lac Z. On revient à ce que je vous racontais les premiers cours. Un transgène chez la souris, et on regarde où ça fonctionne. Alors, c'est une distribution qui, déjà en soi, est curieuse, parce que quand on regarde ça, on pourrait se dire, ah ben oui, c'est clair, ici, il y a quelque chose de spécial pour cette expression. Peut-être que cette partie-là, dans le membre, va faire un loop pour toucher le promoteur. Et c'est pour ça qu'on a ces enhancers. Oui, mais regardez, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. Donc, ça n'a pas de sens, en fait. Et on voit que, d'un point de vue très général, il n'y a pas de vraie logique pour la distribution de ces enhancers, dans ce cas particulier. Alors, pour essayer de comprendre cette logique, ce que ce groupe a fait, c'est une approche très lourde, mais très intéressante, qui est la suivante, qui est celle d'utiliser un transposon qui s'appelle Sleeping Beauty. Pour une raison évidente, c'est que ce transposon, il dort, et il dort jusqu'à ce qu'il rencontre une transposase. Et si la transposase vient lui proximité, ce transposon va se réveiller. Et donc on a un système qui est relativement simple. Ce transposon a un promoteur, un lac Z. Donc c'est en fait une structure de transposon qui ressemble beaucoup à un piège à enhancer. Souvenez-vous, c'est un transposon qui par lui-même ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'enhancer. Il y a un petit promoteur et un lac Z. Ce transposon, il va être recombiné à l'intérieur de ce paysage de régulation. Donc on va l'introduire, on en a aussi discuté, par une recombinaison homologue, peu importe, on va produire une souris dans laquelle ce transposon sera quelque part dans ce paysage. Comme il est quelque part dans ce paysage, le promoteur de ce transposon va aller repêcher les influences des enhancers à gauche, à droite, et on va pouvoir regarder en lac Z. Par exemple, on s'attend à ce que si on insère ce transposon ici, on s'attend à ce qu'il soit exprimé dans la partie distale du membre, parce qu'il va repêcher l'activité enhancer. D'accord ? Alors, ce qui est fait dans ce cas-là, c'est qu'on va insérer une copie, et puis on va, dans la lignée germinale, parce que les transposons ils vont sauter que dans la lignée germinale, on va activer une transposase.
Donc ce transposon va sauter et il va aller atterrir quelque part. Le truc, c'est que ce transposon particulier a une capacité qu'on appelle du homing. Donc il va pas la plupart, mais dans un bon nombre de cas, bien au-dessus d'un calcul aléatoire, il va s'insérer proche du point duquel il est parti. Il ne voyage pas beaucoup, hein, il fait du homing. Et donc ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'une fois que le transposon est inséré dans l'endroit que vous souhaitez analyser, bien après, ce n'est plus qu'une question de croiser des souris, vous activez, vous activez, vous activez, et ces souris vont avoir ce transposon qui va sauter partout, mais en priorité, ou pas en priorité, mais avec une probabilité bien plus élevée, proche de l'endroit où vous l'avez mobilisé. Ça vous permet en fait de faire une analyse, de saturer finalement un locus particulier. Avec le temps, vous allez regarder où le transposon a atterri. S'il a atterri sur un autre chromosome, passez à la suivante, et vous allez obtenir 30, 50, 60, une centaine de souris qui vont avoir un site d'insertion de ce transposon à proximité de l'endroit d'où il est parti. C'est ce que vous voyez là, en fait. Vous avez ici tous ces chromosomes. Vous ne voyez pas les petites flèches là, mais c'est tous les endroits où ce transposon a atterri. Et en fait, lorsque vous regardez les séquences génomiques qui sont à côté, donc c'est comme ça qu'on fait pour déterminer l'endroit où le transposon est arrivé, vous partez du transposon avec une amorce, et puis vous traversez, vous rentrez dans la partie génomique, vous séquencez, puis vous voyez où vous êtes, en fait. Eh bien, vous voyez qu'en fait, sur 126 cas analysés, il y en a 27%, 34, qui sont sur le même chromosome, donc c'est déjà un biais assez sérieux, mais ce qui nous intéresse, c'est ça, évidemment. Vous voyez qu'il y en a 14% qui sont à moins de 2 mégabases du site donneur. Donc ça veut dire que 14%, on pouvait dire c'est pas beaucoup. Oui, mais les souris, une portée de souris, c'est 8, 7, 8. Donc vous voyez que très rapidement, vous pouvez saturer un locus avec ce transposon. Alors à quoi ça sert? Ça sert que vous pouvez balayer ce locus en vous disant, mais quand je suis là, qu'est-ce que je repêche comme régulation? Quand je suis là, 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 là. Et vous pouvez commencer à construire une carte de tous les endroits du locus en vous disant, si le gène était là, qu'est-ce qui repêcherait? Et pourquoi le gène est-il là? C'est ça l'idée. Et en faisant ça, en fait, ces auteurs vont s'apercevoir des conclusions différentes de ces conclusions ici, où vous avez des domaines d'activation dans un endroit particulier qui sont quand même relativement larges, à mon avis. Ce que vous montre cette image, c'est la chose suivante. Expression dans le cœur, eh bien, vous la repêchez quand vous introduisez ce transposon dans cette région-là. Si vous l'introduisez ici, vous ne l'avez pas. Si vous l'introduisez ici, vous ne l'avez pas. Mais par contre, si vous regardez l'embryon, le vrai embryon, eh bien, il est exprimé dans le cœur. Cet embryon, il se trouve en fait à une position ici que si vous insérez un transposon, vous ne répondez pas au cœur. Donc vous voyez que les choses ne sont pas si simples. Il y a encore une fois, il y a des questions probablement de configuration spatiale. Vous voyez qu'on a quand même des grands chevauchements. Vous voyez ici, il y a une région où en fait il semble que si vous insérez un transposon ici, eh bien, vous allez produire pratiquement tous les types de régulations qui sont les régulations de l'embryon. D'accord? Donc en fait, vous pouvez vraiment scanner un locus et puis essayer d'en tirer des conclusions. En fait, avec ce que je vous racontais tout à l'heure sur ces systèmes d'apprentissage profond, je suis absolument persuadé que d'ici quelques années, ce type de question va être
résolus par des systèmes d'apprentissage profond. Il suffira qu'on rentre, qu'on apprenne ces différentes configurations, et puis le système nous dira, voilà, lorsque vous rencontrez ce type de topologie pour des enhancers, vous allez avoir ce type de readout à la fin pour le gène cible. Ce n'est pas encore le cas, et donc la conclusion, c'est que ce sensor, donc ce transposon qui repêche ces régulations, va intégrer différemment des influences selon son site d'insertion, sans présenter de logique particulière. Et donc la raison pour laquelle ces auteurs ont appelé ce type de structure d'enhancer des holo-enhancers, c'est parce qu'en fait, ils se sont aperçus que lorsque vous prenez tous ces enhancers et que vous reconstruisez un pattern, donc si vous voulez, vous reconstruisez le résultat général de tous ces enhancers. Hein? Vous prenez le cœur, les membres, le cerveau, etc. Donc vous prenez un transgène qui a celui-ci, un transgène qui a celui-ci, un transgène qui a celui-ci. Et puis, tous ces sites d'expression en transgène, vous les transférez sur un embryon. Eh bien, en fait, ce que vous obtenez n'est pas ce que vous obtenez sur l'embryon normal. D'accord ? Vous voyez, par exemple, vous avez ici des sites d'expression que vous n'avez pas sur l'embryon normal. Ici, vous voyez qu'à la frontière du cerveau moyen du cerveau postérieur, vous avez une expression qui est beaucoup plus large que l'expression naturelle. Et puis, pareil ici. Donc, cela veut dire, en fait, que la régulation de l'expression de ce gène dans l'embryon normal ne résulte pas de la simple addition de tous ces enhancers. Ça veut dire que vraisemblablement, si on prenait chacun de ces enhancers, par exemple, chaque pic attaque, un pic attaque qui correspondrait à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci, et que l'on synthétise un morceau d'ADN dans lequel on aurait tous ces enhancers à côté les uns des autres, hein, qui ne seraient pas sur cette grande distance, mais une toute petite distance avec toute l'information, eh bien, probablement, on n'obtiendrait pas le pattern final. On n'obtiendrait pas ce genre, on obtiendrait plutôt ce genre d'expression. Et donc la conclusion, c'est qu'il y a une filtration, en quelque sorte, que non seulement il y a un besoin d'avoir ces enhancers, bien entendu, pour chacun des tissus, mais leur topologie, leur présence dans ce domaine est nécessaire pour pouvoir à la fois filtrer certaines influences et pour donner une polarisation. C'est la conclusion. Donc oui, il y a besoin des enhancers, mais il y a besoin d'un contexte général pour pouvoir fixer les domaines d'expression finaux. D'où le nom de holo, donc une sorte de niveau de régulation qui est supérieur au niveau additif des enhancers et qui vraiment considère tout le domaine de régulation. Les super enhancers. Alors je vais vous dire un tout petit mot sur les super enhancers, parce que ce sont des structures qui sont vraiment intéressantes, qui ont à peu près une dizaine d'années. On appelle super enhancers en fait des structures où on trouve une concentration de ces séquences sur une distance qui est vraiment inattendue. C'est un travail qui avait été fait dans le laboratoire de Rick Young à l'origine. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est une comparaison sur la gauche avec, on prend des protéines qui sont extrêmement importantes dans les cellules souches ES, en particulier pour maintenir ces cellules souches, ce qu'on appelle des protéines qui sont importantes pour le stemness, donc pour l'état de cellules souches. Et vous voyez qu'une grande partie de ces protéines
vont lier des enhancers en amont de ce gène, ici, des enhancers qui sont tout à fait classiques, avec un pic, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Lorsque vous regardez cet autre gène, en fait, vous voyez une structure qui est très différente, où à la fois, pour toutes ces protéines, OCT, SOX, NANOG, etc., vous voyez une très grosse concentration de pics, qui suggère en fait qu'on a vraiment une batterie d'enhancers qui sont vraiment à proximité les uns des autres, et qui, comme on va le voir, sont relativement comparables les uns aux autres. Et donc l'idée, en fait, qui est une idée assez logique finalement, c'est que ces structures de super-enhancers sont nécessaires, ou ont évolué, en amont de gènes qui, généralement, doivent produire beaucoup rapidement. Hein, on n'est pas dans une situation où il va falloir gérer un petit peu dans l'ectoderme, un petit peu ici, un petit peu dans la face ou dans les membres. Là, on est dans une situation de cellules souches où il faut maintenir cet état, donc on va activer à fond certains gènes. Donc une réponse rapide et à haut débit. Alors, ces facteurs, évidemment, ils sont accompagnés de toutes les protéines qu'on a vues jusqu'à présent. Hein. Regardez ici l'APOL2, le médiateur, ici une protéine NIPBL, qui est une protéine qui va déposer la coésine. Enfin, vous voyez que c'est vraiment une sorte de nid de protéines actives, et on se dit, mais si un tel nid se retrouve en amont d'un promoteur, d'un gène, c'est vraiment pour une activation massive. Et en fait, lorsque l'on regarde en particulier ces gènes de stemness, on s'aperçoit que ce sont des boucles. Donc ces gènes de stemness eux-mêmes contiennent en amont des super-enhancers qui vont être régulés en partie par ces protéines. Donc ça rajoute une couche d'activation, c'est-à-dire non seulement ça démarre très fortement, mais en plus la protéine qui est produite massivement va s'auto-activer, et donc on va avoir une boucle qui va démarrer. Alors ces enhancers, ces super-enhancers sont assez intéressants, ils ont été beaucoup décriés, mais je pense plus pour leur appellation en fait que pour leur fonction. Curieusement, ce sont des structures qui sont généralement associées à des gènes impliqués dans des phénomènes de différenciation cellulaire. Et on trouve beaucoup de mutations en fait dans certains de ces super-enhancers dans des situations de cancer ou des pathologies. Alors maintenant, la causalité, comme d'habitude, est difficile à évaluer. Il y a un type de super-enhancer qui vraiment a une importance historique très forte dans toute cette étude des enhancers à distance, comment ça fonctionne, etc., qui est vraiment le locus, je dirais un des locus, un des 2 ou 3 loci qui ont vraiment apporté les bases de ce que je vous raconte, et c'est le locus que l'on trouve dans le locus des globines, le super-enhancer que l'on trouve dans le locus des globines. Dans les globines, c'est une situation extrêmement intéressante. On va comprendre en fait pourquoi c'est une situation historique. C'est l'hémoglobine, comme vous le savez, c'est ce qui transporte notre oxygène. Hein. C'est fait de 4 sous-unités, 2 alpha, 2 bêta, protéines des globines. Chaque sous-unité contient un M, hein, c'est un noyau porphyrine, c'est un noyau cyclique qui va transporter l'oxygène. Et en fait, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement un gros gène de globine ou 2 gènes à maximum, comme l'insuline par exemple, hein, pourquoi est-ce qu'on a cette famille tellement compliquée avec beaucoup de gènes de globine sur 2 chromosomes? Je vous montre ici en fait l'évolution hein, de ces gènes. On a un gène ancestral
qui va se dupliquer de façon horizontale. Et puis aujourd'hui, eh bien, ces deux duplicats sont sur des chromosomes différents, ils ont donné des gènes différents, et on se retrouve avec deux familles, la famille des globines alpha et la famille des globines bêta. Pourquoi? Pour une raison qui est totalement extraordinaire, c'est que, en fait, la nécessité d'oxygène est différente chez les fœtus, chez les adultes, et donc on va utiliser des globines différentes pendant notre vie fœtale ou pendant notre vie adulte. Et donc il y a un système qui s'appelle un système de switch, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on va passer à une autre globine. Hein. Vous voyez qu'à un moment donné, on travaille sur cette globine-là, et bien on va passer sur un autre gène, et puis on va garder un autre gène parce qu'il va faire des protéines qui ont des capacités de transport d'oxygène qui sont différentes de celles d'avant. C'est un système qui est juste extraordinaire. Et je dois vous dire que pendant longtemps, on a cru que le switch des globines était dû à ce super-enhancer. Et puis finalement, il ne semble pas que ce soit le cas. Et on ne comprend pas toujours encore exactement quelle est vraiment la cause claire du switch des gènes de la globine. Mais ce n'est pas ce que je veux vous raconter. Ce que je veux vous raconter, c'est que ces gènes de la globine, et en particulier de l'alpha, je vais vous en dire un tout petit mot, c'est un système qui a été vraiment beaucoup utilisé, en fait, pour deux raisons. Il y a évidemment une raison médicale, qui est que, comme on le verra, il y a une pathologie, un problème de santé mondiale, en fait, qui est dû aux thalassémies, etc. Et puis, le fait que ces gènes sont exprimés en fin de parcours de différenciation. Et donc, on a du matériel, du sang, hein, dans la lignée érythropoïétique. Donc, on n'est pas dans une situation où il faut aller rechercher 25 cellules dans un épithélium du bourgeon du poumon. Là, on est dans un système où on peut avoir des populations cellulaires. Et vous voyez là, en fait, ça, c'est la différenciation classique de l'érythropoïèse, hein, avec des cellules souches hématopoïétiques qui vont passer des proérythroblastes, etc., pour finalement donner des globules rouges. Et chacune de ces étapes peut être isolée. Donc on est dans un système vraiment où on peut avoir une population de cellules de ce type, de ce type, de ce type, de ce type, et regarder ce qui se passe au niveau du démarrage de l'expression des globines. Alors, vous voyez qu'en fait ici, l'expression des globines démarre assez tôt, hein, au proérythroblaste en fait. Donc c'est un système qui encore une fois, hein, qui démarre tôt pour pouvoir prendre de la puissance. Alors, lorsque le locus de la globine a été isolé, lorsqu'on a pu accéder à ces captures de chromosomes, hein, souvenez-vous, eh bien, on a pu mettre au point cette carte ici, et vous voyez que ici, vous avez les gènes de la globine, et là, vous avez toute une série d'enhancers qui ressemblent beaucoup à ce que je viens de vous montrer. Alors, certains les appellent super-enhancers, certains n'aiment pas trop les appeler super-enhancers, qui sont tous inclus dans ce petit TAD, ici, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup d'interactions, là, avec des pics ataxèques, du monométhyle, du triméthyle, etc., CTCF, bref, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, on voit que ces gènes de la globine sont en fait à leur proximité, pas très loin d'ailleurs, 5 séquences qui semblent être utiles pour leur expression. Alors je vais peut-être vous passer pratiquement 25 ans d'études de plusieurs laboratoires. J'ai pris ça du laboratoire de Doug Higgs à Oxford, et qui vous montre l'arrivée des facteurs pionniers, l'ouverture de la chromatine. C'est vraiment un des locus où ça a été le mieux décrit à cause de la pureté des populations cellulaires. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a deux modèles possibles, en fait. Il y a un modèle qui va mettre en contact ce super-enhancer avec le promoteur, coésine, CTCF, tout à fait classique, c'est ce que je vous décrivais la semaine passée. Hein, donc, formation d'une boucle, on colle et on démarre. Et puis un autre modèle que je voulais vous montrer ici,
qui est un modèle un peu différent, qui va être qualifié de Transcription Hub. Et en fait, c'est un modèle qui est très très intéressant aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent là-dessus, qui dit que finalement, c'est un modèle moins spécifique, que finalement ces protéines, beaucoup de ces protéines ont des domaines de basse complexité en fait, que ces protéines pourraient former en quelque sorte, par une sorte de séparation de phase, peut-être un globule qui lui rapprocherait ces enhancers et stabiliserait les enhancers et des promoteurs. Donc quelque chose de beaucoup moins spécifique. Et ça pourrait expliquer beaucoup de cas de figure qu'on connaît où en enlevant des enhancers, finalement, on ne voit pas grand-chose. Jusqu'à ce qu'on en enlève 1, 2, 3, 4. Et là, tout d'un coup, on voit quelque chose. Donc c'est un modèle de hub de transcription. Je voulais juste vous montrer une image parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est qu'aujourd'hui, et j'en avais déjà parlé, on peut, grâce à de la microscopie à super résolution, on peut visualiser ces domaines. Et je pense que cette image-là est, à mon avis, probablement la plus belle qu'on puisse trouver dans la littérature. Vous voyez que les enhancers et le promoteur sont en bleu, et puis ils ont marqué la base du loop en rouge et la base du loop en vert. Et vous avez ici la base du loop, et puis regardez ce domaine ici qui sort en bleu, qui est ce domaine où ça fonctionne. C'est juste magnifique, on peut voir cette configuration. Maintenant, savoir si ça correspond à un loop ou à un transcription hub, ça c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Et la dernière image que j'aimerais vous montrer avant d'arrêter, c'est que ce groupe non seulement a mis en œuvre cette super résolution, mais a fait une analyse génétique extrêmement complète et en venant de deux côtés différents. D'un côté, ils ont enlevé, donc vous voyez ici les gènes sont là, et là les 5 enhancers R1, R2, R3, RM, R4. D'un côté, approche tout à fait classique, on enlève R1 et on regarde ce qui se passe. On enlève R2, on regarde ce qui se passe. Vous voyez que quand ils enlèvent R1, eh bien, ils ne gardent que 40% de l'activité. Quand ils enlèvent R2, ils ne gardent que 50% de l'activité. Quand ils enlèvent les trois autres, vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien ne se passe. Ça, c'est une chose. Deuxième approche complémentaire, ils se disent, bon, on va faire autrement. On va enlever les 5 et on rajoute 1 à 1. Donc, vous voyez la différence, soit on enlève 1 à 1, soit on enlève tout et on rajoute 1 à 1. Et quand ils font ça, vous voyez qu'ils obtiennent en rajoutant la première que 12%. En rajoutant les deux premiers collés, ils n'obtiennent que 40%. Alors qu'en fait, quand ils enlèvent les deux premiers, ils perdent 90%. La différence, c'est les séquences à côté. Parce que dans ce schéma-là, vous n'avez plus de séquences à côté. Mais les séquences à côté ne servent à rien du point de vue de l'activation transcriptionnelle. Donc vous voyez l'idée, en fait, ce sont des séquences qui sont là, qui lient ces facteurs, qui, de façon isolée, ne peuvent pas fonctionner. Par contre, elles sont nécessaires au fonctionnement des séquences qui sont à côté. Et donc vous voyez qu'ici, quand vous rajoutez l'ensemble, en fait, vous n'avez que 4%, donc là, vous avez une fonction complète, 100%, même si R3, Rm et R4, seuls sont inactifs. Et ça vous montre vraiment, je pense que c'est le locus qui a probablement été le plus travaillé sur cet aspect, ça vous montre vraiment que des séquences enhancers, ces séquences de liaison, ont besoin, comme on l'a vu pour les séquences de liaison aux facteurs de transcription dans un enhancer, on a vu que ces séquences ont besoin de séquences à côté pour fonctionner. Là, on passe au niveau des enhancers et on voit que des séquences enhancers ont également besoin d'autres séquences à côté pour pouvoir fonctionner, alors que les séquences elles-mêmes sont inactives. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, et puis on continuera la semaine prochaine sur la microscopie à super résolution.
Merci.